Bonjour à tous. Je remercie Charles, c'est ça, de m'avoir invité. Et donc le dossier que j'anime, mais je ne suis pas tout seul, c'est tout un mouvement en France de paysans innovants qui ont démarré dans les années 80-90, les premiers, qui travaillent sur une autre façon de voir le système agricole, qui est le non-travail du sol et sa couverture permanente. Donc je fais partie de ce mouvement-là. Que j'ai contribué à faire naître officiellement par les associations et que je continue à développer aujourd'hui. J'ai passé toute ma vie de paysan moi-même, puisque j'ai été éleveur laitier sur un bail à carrière de 21 ans, après un tiers. Et finalement, quand j'ai fini mon bail à carrière, il s'est posé la question de l'environnement, réellement en agriculture. Et donc cette phase très particulière autour de l'environnement, en tant que responsable professionnel, moi j'ai géré une CUMA cantonale toute ma carrière de paysan. Il s'est posé deux questions aux agriculteurs avec l'arrivée de la PAC de 92. Cette PAC, elle a posé un vrai problème dans le sens où on va passer les agriculteurs dans un prix mondialisé des denrées. Donc ils n'ont plus de prise sur le prix, c'est la spéculation qui va faire le prix en gros. Et de l'autre côté, parce que on était subventionné à produire cher avec le prix garanti, on va prendre cette subvention et on va la mettre aux agriculteurs à côté. Donc c'est la fameuse boîte orange et verte de l'époque du GATT et compagnie. Et donc ce mécanisme-là, il va faire agir l'administration d'une façon particulière, c'est-à-dire qu'ils vont déterminer que la prime qui compense la baisse de prix, elle va être éco-conditionnée. C'est-à-dire elle est conditionnée à des résultats environnementaux. Et on va commencer par appliquer la directive nitrate. Et puis ensuite, la directive biodiversité. Puis après, il y a une directive phyto. Et puis aujourd'hui, vous avez une directive climat. D'accord ? Et puis vous avez une directive bien-être animal. Et donc, tout de suite, on a vu qu'on allait avoir un empilement régulier des contraintes administrées, puisque finalement, quand on vous donne de l'argent et que c'est conditionné à la protection de l'environnement, eh bien, on se fait contrôler pour les résultats acquis. Et puis, le débat qu'il y a eu au niveau des paysans était relativement simple dans le groupe, c'est soit je vais respecter la réglementation et j'ai le droit de continuer. C'est-à-dire, j'ai une espèce de cachet de l'administration qui fait foi et puis on continue. Donc ça s'est appelé phare à l'époque où j'étais agriculteur. Bon. Et puis ensuite, agri-confiance, agriculture raisonnée, on a tout essayé. Et puis maintenant, ça s'appelle HVE. C'est toujours le même dossier, mais il a changé de nom. Et puis tout le monde croit qu'avec finalement une espèce de checklist où on va cocher des cases en disant, ben voilà, j'ai fait ma petite bande enherbée par-ci, j'ai mis moins d'azote organique par-là, et puis tout ça, on va respecter l'environnement. Ou alors je vais faire ma stabule aux normes ou ma porcherie aux normes, bien-être animal. Et donc ça va aller, on aura des résultats environnementaux. C'était la grande hypothèse. Pour qu'il n'y ait plus de nitrate dans l'eau, on va arrêter de mettre de l'azote. C'est génial. Sauf que là, quand vous êtes paysan, vous avez du mal à l'avaler parce que tu sais très bien que grâce à l'azote que tu achètes et que tu mets, ça pousse beaucoup mieux. Donc là, tu commences à coincer un peu. Et puis donc ce débat-là, il va naître au sein du groupe. Et puis il va naître un deuxième débat avec les gens qui ne sont pas forcément intégrables dans le PMPOA parce que j'étais en Bretagne. Et j'y habite toujours, mais je ne suis plus paysan parce que je fais du développement maintenant. Mais globalement, voilà la question qu'ont posée les autres agriculteurs qui n'étaient pas intégrables au rythme de l'administration, donc dans 5 ans, 8 ans, 10 ans. Donc on avait le temps de voir venir, et ils ont posé une autre question. Et la question qu'ils ont posée, c'était celle du bon sens agricole. Est-ce que, en signant les directives environnementales et en respectant les règles, on aura vraiment du résultat environnemental? Donc la question était un petit peu différente. Que se passe-t-il si je me ruine à me mettre aux normes? Là, on écoute un paysan qui sait qu'il va payer quelque chose. Si l'eau reste polluée avec les nitrates, s'il y a toujours du phosphore dans l'eau, toujours de l'érosion dans l'eau, si la qualité de l'eau globale se dégrade au niveau biodiversité et écologie, mais si j'ai un problème d'environnement, globalement,
Et puis on disait, mais il y aura peut-être d'autres couches, et les phytos, parce qu'on pouvait déjà penser que les phytos allaient être un gros enjeu. Donc, et si il n'y a pas de résultat, on se sera ruiné pour rien. Voilà. Et donc, avec ce double débat, vous commencez à manager un groupe où vous sentez qu'il va y avoir du tiraillement entre les agriculteurs. Et donc, l'objectif d'un président, c'est de cadrer et de garder ces gars quand même ensemble, unis, parce qu'il y a des défis économiques à relever, sur le matériel notamment, dans l'écumin. Et là, vous dites, bon, ok, ça ne va pas être simple. Et donc, on a commencé à se pencher sur ce deuxième problème. Et si le résultat n'arrive pas? Eh bien, ça n'a pas loupé. Ça a été très vite. En gros, déjà au bout de 5 ans, les premiers bilans de la directive nitrate, pas de résultat sur les nitrates. 10 ans après, pas de résultat. 20 ans après, pas de résultat. 30 ans après, toujours pas de résultat. Et on nous a dit non, mais c'est très long, les nitrates. Voilà. Alors, en Bretagne, ça a baissé de 10 mg en moyenne. Voilà. Mais au prix de quels dégâts économiques et sociaux? Donc, vous le savez, l'agriculture bretonne intensive, etc., construit sur un modèle, on va dire, hors sol et modèle maïs-soja, ben, il est par terre. Donc, ça coûte combien de pertes économiques à un pays comme la France? Donc ça, on se rend compte que personne n'a jamais pensé aux conséquences d'une réglementation. Donc aujourd'hui, on y est. On sait que l'agriculture française, qui était la première d'Europe, ce sera bientôt la dernière. En 2022, la France est importatrice nette d'alimentation. Voilà. Et tout le monde nous baratine qu'on a la plus belle agriculture du monde. Et pourtant, de l'autre côté, vous avez l'agribashing qui vous dit que ça va vraiment pas bien. Et on a des annonces à l'emporte-pièce. Je m'appelle le président de la République, j'ai un téléphone portable, je passe un tweet. Alors écoutez la gravité de ce qui s'est passé. Parce que personne n'a compris ce qui s'était passé. Bon, ok, j'ai négocié avec les Européens, on a fait un moratoire sur le glyphosate, 5 ans, et on y revient après. Donc, en tant que premier dirigeant d'un pays, c'est-à-dire c'est lui qui est en charge et le garant de l'application de la règle et de la loi, parce que c'est ça son métier, eh bien, il va transgresser la loi, il rentre à la maison, il fait un tweet et il dit ben, « chez nous, dans 3 ans, c'est terminé, il n'y en aura plus ». Et donc, là, tu es vraiment médusé, et la question qui se pose, que puis-je attendre d'un gars comme ça, qui n'est même pas capable de respecter la loi sur laquelle il est censé agir? Et du coup, ben c'est le foutoir partout, parce qu'on voit bien que ça a dérapé de tous les côtés. Et nous, paysans, qui avons besoin d'un projet long pour construire notre stratégie de développement au long cours, année après année, vers un objectif acceptable et accepté par tous, eh bien, on se remarque qu'il n'y a plus du tout de politique agricole. Personne ne sait où il doit aller. Donc on a décidé de reprendre le bâton de pèlerin. Donc je travaille dans les associations depuis 2000. J'ai arrêté ma ferme en 2007. On a contribué à construire l'Institut de l'agriculture durable. Donc ça, c'était pour porter le projet agroécologique à Paris. Ça a très bien marché. Un ministre nous a fait l'agroécologie, Stéphane Le Foll. Il a été tellement critiqué que le dossier patine et patine et patine, alors qu'il fallait le projeter en 2050 et mettre la politique en route. Elle n'est toujours pas en route. Et donc, on se demande comment ça va finir. Et finalement, on se dit, ben, le meilleur moyen d'avoir de l'agroécologie, c'est de la faire au quotidien avec les paysans. Et donc, je continue mon travail de développement agricole. En fait, je fais de la co-construction de projets sur un système généraliste. Et en fait, je n'étais pas du tout prédestiné à travailler avec les vignerons. Et en fait, quand l'idée que vous avez, elle marche partout, pourquoi pas dans une vigne ? Et donc, on a appliqué un grand principe fondateur qui va sortir tous les paysans de leurs ennuis. Et quand je dis tous, c'est tous, y compris l'agriculture biologique, qui va dans un abîme de désertification sans nom. En fait, aujourd'hui, je suis sollicité, je suis un homme de la polémique. J'accepte la polémique. Je ne suis pas soluble, je dis souvent, méfiez-vous, je ne suis pas soluble dans la connerie humaine.
Et donc, en fait, on nous a dit que nos mauvaises herbes résistaient aux désherbants, et etc., et que tout devient résistant. Le rayra devient résistant, le vulpin devient résistant, l'ambroisie, le je sais pas quoi, enfin bref. Dans le sud-ouest, vous avez des plantes empoisonnées qui arrivent, ça s'appelle la datura. J'ai une vigne non récoltée pour cause d'envahissement par la datura. C'est une plante empoisonnée, donc là, le jour où elle arrive chez vous, je vous souhaite bon courage. Parce qu'en plus, on nous promet zéro désherbant. Donc là, ça veut dire que, en fait, ce qu'on a vu arriver là depuis une dizaine d'années, c'est que les plantes arrivent à résister au désherbage chimique, mais elles résistent aussi au désherbage mécanique. Et ça, c'est tout le monde est médusé, mort de peur. Et moi, je suis au premier feu, puisque, comme je suis un homme de la polémique, peut-être que lui, il aurait encore une solution. C'est le dernier qu'on appelle. Et c'est le premier, finalement, je me retrouve au feu de choses que je n'imaginais même pas il y a 10 ou 15 ans. Alors l'idée d'aujourd'hui, c'est de répondre à votre question, le travail du sol, est-ce que vous êtes bien sûr que c'est la bonne idée? Parce que dans le vignoble ici, il y a une volonté de s'y accrocher mordicus. Ben oui, c'est la seule chose que je sais faire si on m'enlève le glyphosate. Et en fait, vous devez vous mettre en sérénité avec cette thématique-là. Pour avoir la paix à Paris avec les écologistes, Greenpeace et tous les autres, il suffit de leur poser une seule bonne question. Alors on a mis du temps à comprendre, parce qu'il faut analyser un petit peu, c'est de la sociologie, et puis à un moment donné, tu dis, allez, banco. J'ai un collègue qui s'appelle François Mullet, avec qui on a créé Vers de Terre Production, la chaîne YouTube, et cette chaîne YouTube, elle permet de diffuser les formations qu'on fait en ligne sur les sols couverts et vivants. Et puis la chance inouïe qu'on a eue, c'est que lui, c'est un écolo, un agriculteur bio, d'accord, qui voulait vraiment pas mettre de chimie, ANAMAP en vente directe en légumes. Et donc on a travaillé à la mise en productivité de ce système-là, et on a eu beaucoup de chance. Il a appliqué des règles, les règles on va les voir. Eh bien, son champ de légumes produit plus qu'une ferme en conventionnel NPK, on va dire. Alors là, tu dis, c'est pas possible, avec un seul intrant qui est la paille. Et plus on a nourri le sol avec de la paille, plus les plantes poussent et produisent. Donc ça, c'est un véritable mystère au début, mais ça fait partie de cette théorie agronomique qui vient du végétal. Et donc tu dis, bon, ok, donc on a mis ça debout, ça marche partout, on en a fait partout, à tel point qu'aujourd'hui, l'ADASEA de la Normandie est revenue vers maraîchage sur sol vivant. Il faut à tout prix que l'association qui a été créée là-dessus, elle fasse les formations à l'installation des jeunes qui ne veulent plus autre chose. Et là, tout le monde est médusé, il dit qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ben non, on fait des serres, de l'hydroponie, du NPK, de la chimie, du désherbage. Non, les gars, ils veulent les sols vivants. Et donc, il n'y a plus aucun candidat à l'installation dans le maraîchage sans ça. Alors là, on dit, bon, c'est pas notre boulot, on n'était pas destiné à faire ça. Où est le développement agricole, en fait? C'est ça la vraie question. Donc ça, c'est avec François Mullet, donc on a décidé de construire la parade. En fait, au monde, dans le monde entier, il existe 2 techniques de désherbage totaux. Donc la première, la plus critiquée de toutes, le glyphosate. Bon, puis maintenant tu poses la question à Greenpeace, oui, mais la deuxième technique de désherbage total, ils ne la connaissent pas. Pourtant, elle est généralisée dans le monde entier. Et en fait, ça s'appelle le travail du sol. Vous savez bien, on désherbe en labourant. Et puis on herse par-dessus, c'est pour désherber encore. Et vous passez un outil pour désherber encore et encore. Et donc maintenant, la question qui se pose à la société qui est irresponsable. Parce que c'est ça la réalité du débat. Vous êtes en face d'une bande d'irresponsables. Et donc vous devez leur poser la question. Maintenant, j'ai 2 techniques de désherbage.
le glyphosate en chimie et le travail du sol, eh bien, quand j'en utilise l'une ou l'autre, quel est le résultat en faveur de la durabilité, donc économique, sociale et environnementale. Et on ne parle pas de « c'est vachement bien de travailler le sol parce que c'est mieux que la chimie ». Non, quel est le résultat? Est-ce qu'il y a de l'érosion? Est-ce qu'il y a de la biodiversité? Est-ce qu'il y a de la production? Est-ce qu'il y a de la qualité? Est-ce qu'il y a du lessivage? Etc. Est-ce qu'il y a des phytos dans l'eau ou pas? Etc. etc. Donc, quel résultat? Eh bien, on se rend compte là, donc ça a été le gros travail qu'on a mené avec l'IAD, que notre institution de R&D, elle n'est pas calée pour la mesure de résultats. Ça fait 20 ans qu'on leur demande les résultats des pratiques agricoles. Il n'y a pas un institutionnel capable de nous dire, eh bien, en bio, il y a tel résultat, en conventionnel, il y a tel résultat, en conservation du sol, il y a tel résultat. Et il y a fatalement du bon et du moins bon partout. Et donc là, à ce moment-là, je peux commencer à me faire une opinion et je peux commencer à faire des choix factuels. Sauf que là, maintenant, on est tous au doigt mouillé, pour ou contre. Et plus personne ne sait de quoi il cause. Donc on a décidé de tordre le cou à tout ça. Mais je vous garantis que cette question-là, tant qu'elle n'est pas résolue, on gardera le glyphosate. Et je pars à la bataille avec cette idée-là. Alors maintenant, on va voir un petit peu tout ce que va entraîner ce travail du sol ou ce non-travail du sol. Et en fait, on se rend compte que notre mission de paysan, ça sera celui de gardien du temple environnemental de l'écosystème de la Terre. Voilà, vous allez régénérer la Terre et vous allez régénérer le climat. On parle d'agriculture régénératrice, c'est un réseau qui se monte mondialement, parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à la phase de maturité des réflexions, c'est-à-dire elles deviennent reproductibles partout. Et donc, on rentre dans cette idée-là, et on va commencer à répondre à votre question. Voilà. Vous faites des photos, ce sont des photos de paysans, et puis tout de suite... vous êtes inquiet parce que, alors c'est exceptionnel, vous me direz, non, ça se généralise. Donc là, vous avez un champ de betteraves, ça a ruisselé, ou c'est du maïs, mais la vigne, ça n'échappe pas au phénomène. Les sols sont nus, battants, et ils deviennent durs comme du béton. Voilà. Et donc, on se rend compte que les pratiques agricoles génèrent le désert. Moi, je suis un enfant du croissant fertile. Regardez où c'est le croissant fertile. Le Tigre, l'Euphrate, le Nil. Et là, vous dites, oh là là, j'aimerais plus être trop paysan là-dedans. C'est la guerre civile et le désert. Voilà. Et donc, que s'est-il passé pour que ce croissant fertile ne soit plus fertile? Eh bien, ils avaient des techniques agricoles. La céréaliculture, le travail du sol, l'irrigation, la fumure, ils utilisaient le fumier, le chaulage et l'irrigation. Et puis quand je fais la liste, vous êtes mort de peur parce que c'est exactement les mêmes techniques qu'on a à disposition aujourd'hui. Donc on devrait déjà se poser cette question-là, qui est une question de sociologie et d'archéologie agricole. Ben, c'est l'omerta. C'est pas vrai. Non, c'est évident. Vous regardez, c'est évident. Donc, comme autrefois, on fera la même chose aujourd'hui parce qu'on a les mêmes technologies. Alors, on les a améliorées. J'ai amélioré le travail du sol, j'ai amélioré les techniques de désherbage, j'ai amélioré les techniques d'irrigation, j'ai amélioré les techniques de fumure, j'ai amélioré les techniques de chaulage. Mais bon, ça ne me sauvera peut-être pas pour autant. Alors on a continué à faire des photos, et puis ça c'est vos espaces agricoles, et puis que je sois bio ou pas, je lutte contre les plantes. Voilà. Ça c'est le fait commun. C'est-à-dire pour sauver ma vigne, je vais lutter contre les autres plantes. Pour sauver mon blé, je lutte contre les autres plantes. En fait, je ne connais pas les plantes. Vous voyez ? Je ne connais
qu'un tout petit peu celle que je cultive. Et donc, la stratégie a été comme ça depuis 10 000 ans. Je lutte contre les plantes pour sauver celles que j'ai sélectionnées et que je cultive. Alors, il est arrivé des débats terribles dans la société. Vive les coquelicots. C'est pour ça que vous avez une photo avec des coquelicots. Alors, vous y trompez pas 2 minutes. Je connais un pays où il y a des coquelicots. Ça s'appelle l'Afghanistan. La seule plante qui pousse correctement en Afghanistan, c'est un papaveracé. En fait, on fait l'héroïne et l'opium avec ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a la guerre, hein, parce que l'enjeu sociétal, il est énorme. Le trafic de drogue, c'est quand même la paix des banlieues et des populations. Hein. Donc il y a un intérêt stratégique et économique à être en Afghanistan. Sauf qu'une société qui se colle du pavot tous les jours dans les naseaux, je ne suis pas sûr qu'elle fasse quelque chose de bon. Hein. Voilà. Et on assiste à ça, médusé, des écologistes notoires à Paris qui militent pour avoir des coquelicots dans les champs. Vous savez ce que c'est un coquelicot dans un champ, une fois qu'il y est? Mais il vous fait une touffe plus grande que le bureau et il n'y a plus rien qui pousse sauf lui. Hein. Et puis même avec une charrue, c'est pas sûr que vous allez le détruire parce qu'il va repousser l'année d'après. Donc vous dites, là les gars, on n'y va pas. Hein. Moi je ne signe pas. Hein. Et on leur a dit, hein, on ne signe pas. En fait, quand on arrive dans les débats, ils nous disent surtout « Ah non, on n'invite jamais de techniciens ». Ben oui, c'est normal, parce qu'on pourrait peut-être répondre. Et puis, pour rebondir sur l'annonce, composter, c'est polluer, mais c'est bien plus grave que ça. On a décidé avec François Mullet de tordre le cou au compost, l'alpha et l'oméga de l'agriculture et de la fumure. En fait, le compost, c'est un très, très, très mauvais produit qui dégrade systématiquement le sol quand vous l'utilisez. C'est à la limite un engrais. Et encore un engrais de mauvaise qualité parce qu'il est à réactivité très lente. Alors on nous a dit que c'était super. Et moi, quand j'en mets, il faut que ça pousse, ben ça pousse que l'année d'après. Donc c'est pas terrible cette affaire-là. Et donc on a fait une expérience pour casser en deux toutes les bibliothèques des centres de formation qui sont pleines de livres sur le compost. Et pour ça, vous faites une expérience très simple. Donc on s'est permis de prendre 1 kg de terre et on a mis 100 grammes de compost, on les a mélangés dans des pots de fleurs. On a fait la même chose avec 100 grammes d'engrais verts. Et on a mis la même chose avec 100 grammes de paille et 100 grammes de branches de bois, du BRF. Donc là, vous avez les deux premières images. Je mélange la terre avec le compost, on met un petit peu d'eau, on met à l'abri de la lumière, on laisse maturer. Le compost, il est censé améliorer le sol et sa structure, plus les éléments minéraux qu'il va relarguer. Eh bien, patatras, je démoule mon pot de fleurs dans l'eau. 48 heures après, la terre a été complètement dissoute par l'eau. Ça veut dire que le compost n'améliore pas la structure du sol. Voilà. Et vous pouvez faire ça avec tous les composts. Donc, sur les 100 que vous allez tester, il y en a peut-être un qui fonctionnera. Donc, autant vous dire que ce n'est pas une stratégie de développement. C'est éventuellement une stratégie de transformation d'un produit problématique et à mettre dans un plan de fumure. Et on a fait la même chose avec l'engrais vert. Donc on a tondu la pelouse, engrais vert, c'est-à-dire une petite moutarde voilà, qui a 1 mois et demi de croissance. Je la détruis, je l'enfouis dans le sol. Que se passe-t-il? C'est super bon pour les sols, il paraît. Ben non, c'est ce qu'il y a de pire pour un sol. On met de l'herbe et puis patatras, stabilité structurale, ça fond comme du sucre. Ça veut dire que l'engrais vert n'améliore jamais un sol. C'est tout au plus un engrais qui sert à minéraliser. Bon, alors vous avez déjà 2 boulets au pied, quoi. Hein. Ça commence bien. Hein. Alors on va essayer d'enlever les boulets. Donc les boulets, on les a enlevés grâce à la paille et grâce au bois. Plutôt que de faire du compost, si on met le produit frais au sol, un déchet vert par exemple, eh bien vous avez de la stabilité d'agrégat qui se fait rapidement. C'est-à-dire que maintenant, ce sol, il va être structuré, il est collé, les agrégats sont stabilisés et en fait, qu'est-ce qui va se passer? L'eau a du mal à dissoudre tout ce qui est dans cette motte de terre et d'organique. Ça veut dire que si là-dedans, j'ai de l'azote, ça y reste. Si j'ai du phosphore, ça y reste.
Si j'ai de la potasse, ça y reste, et c'est aux racines et aux mycorhizes d'aller le chercher, comme elles font depuis 500 millions d'années quand même. Et tout d'un coup, comme ça reste dans l'eau, enfin intact, eh bien, il est probable que l'eau ne se charge pas d'éléments polluants. Si j'ai du lindane dans ma motte, eh bien, je vous garantis qu'il ne passe pas dans l'eau. Alors j'ai des problèmes avec le lindane qu'il faudra biodégrader. Donc on a enquêté sur le lindane. Avec les phases actuelles de travail du sol, on pourrait retrouver du lindane dans l'eau. Alors qu'il est interdit depuis bientôt 30 ans. Eh bien, pourquoi ? Parce que Marcel Boucher, spécialiste mondial des vers de terre, nous a appris qu'il faut des vers de terre pour biodégrader du lindane. Quand un ver de terre mange du lindane en grande quantité, il n'y a pas de souci, il démolit le lindane, on ne trouve plus rien. Dans le tube digestif du ver de terre, vous avez un appareil biologique, des bactéries qui démolissent le lindane. Il sait ça depuis 1970. Et on n'a jamais donné un conseil à un paysan qu'il fallait qu'il y ait des vers de terre dans un champ. Voilà. Là, tu dis, bon, ok, la case biologie, elle est oubliée. Et donc maintenant, comme on sait qu'on peut structurer le sol avec des matières organiques fraîches, de bonne qualité, on se rend compte que le sol, il aura peut-être besoin de manger plus de paille que d'engrais verts, plus de bois que d'engrais verts. Donc on a commencé à cheminer avec ça, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, on y va. Et puis on se rend compte qu'une motte de terre, quand vous la laissez dans l'eau, qu'elle est bien structurée, il finit par y pousser toutes les plantes qui sont contenues dans cette motte. C'est-à-dire les graines, elles germent. Elles arrivent à se débrouiller de l'eau. Donc vous remettez de l'eau régulièrement, je vous garantis que vous pouvez noyer tout ce que vous voulez, les plantes, elles y vont. Si je prends une motte de terre non structurée, où j'ai mis du compost et du travail du sol, etc., et que je la mets dans l'eau, elle va fondre comme du sucre. Et finalement, on s'est rendu compte que tous nos problèmes d'érosion, de qualité de l'eau, etc., de particules qu'il y a dedans, ça se voit, c'est la couleur de l'eau qui vous dit que vous avez mal travaillé. Voilà, c'est même pas la peine de faire une analyse. Je regarde et je sais. Et ce qu'il y a de bien avec l'agriculture qui démarre, c'est une agriculture qui se voit. Je vois les résultats. La qualité de l'eau par les nitrates, pas de couleur, pas d'odeur, analyse obligatoire, très cher. Et puis finalement, on n'a toujours pas réglé le problème de la couleur de l'eau. Donc là, vous dites, bon, ok, il y a un problème avec l'eau. Donc on a appelé ça des sols vivants et des sols morts. Et puis on s'est pris une volée de bois vert par l'institution qui nous a dit, des sols morts, ça n'existe pas. Mais oui, il y a toujours des bactéries et des choses dedans. Sauf qu'un sol vivant, c'est autre chose que des bactéries. Il y a aussi des vers de terre, il y a aussi des nématodes, il y a aussi des taupins, il y a aussi des insectes et des araignées. D'accord ? Il y a aussi beaucoup de champignons. Donc, il y a autre chose. En fait, on s'est rendu compte que ce qu'on a appelé sol mort, effectivement, il reste des milliards de bactéries, mais ces milliards de bactéries, elles n'ont pas un rôle de structuration des sols. Ce qui va structurer le sol, ce sont les grands êtres vivants, les vers de terre et les champignons principalement. Un champignon, c'est un être vivant qui couvre des kilomètres carrés si on le laisse faire. Et donc, plus vous êtes grand, plus vous êtes sensible à un outil qui va vous détruire à tous les coups. Alors, on s'est permis de faire l'équation de la pollution et la recette du café. Vous savez bien, pour avoir les arômes du café, vous broyez le grain. Vous envoyez de l'eau et après, sous le filtre, dans la cafetière, vous avez un bon café. Il viendrait à l'idée de personne de faire un bon café en laissant macérer les grains, sans les broyer. Là, vous devez commencer le lundi pour avoir du café le lundi de la semaine d'après. À peu près. Vous allez y arriver, mais ça va être très long et très pénible. Alors nous qui sommes à la génération minute, ça ne va pas le faire. Donc on broie le grain pour en extraire les arômes. Eh bien le sol, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure biologique organisée avec plein d'arômes dedans qui s'appellent des nitrates, des phosphores, de la potasse, éventuellement des résidus de phyto, et je ne sais pas tout ce qu'on a mis dedans, peu importe. Voilà, il est structuré, c'est dedans, c'est emprisonné dans cette motte-là. Eh bien maintenant, si j'envoie un super turbo-mixeur
On a appelé ça le thermomix des paysans. Hein? La herse rotative, l'Élie, 3 mètres, l'engin qui a pollué toutes les rivières. D'accord? Parce que c'est ça la réalité. Eh bien, quand c'est venu dans la fin des années 70, je broie mon agrégat stable qui contient les arômes, j'envoie de l'eau, eh bien, je vais polluer l'eau, c'est-à-dire je vais faire du café, hein, tout simplement, et sous le filtre, eh bien, il y a la nappe qui récupère tout. Et quand on a commencé à mesurer, ben, on retrouve tous les pesticides dans l'eau, tous les nitrates dans l'eau, le phosphore dans l'eau, je vous en passe des meilleurs, on retrouve tout. Puis là, vous êtes un petit peu médusé, vous dites, bon, il va falloir bouger, il y a un problème, ce n'est pas le problème de la qualité de l'eau, ce n'est pas le problème du sol, ce n'est pas le problème des nitrates ou de l'azote que je vais mettre, c'est le problème du super turbo mixeur qu'il y a au milieu. Alors on s'est permis de poser une hypothèse très simple. C'est uniquement le travail du sol qui permet d'exploiter le stock initial de carbone en accélérant la minéralisation de la matière organique. Voilà. Et tous les problèmes agricoles viennent du travail du sol. Alors vous pensez bien que quand on a démarré ça dans les années 2000, c'était inaudible. Hein, vous voyez bien que ma culture, c'est le labourage. Puis maintenant, on s'est permis un petit mot. Alors, si vous écoutez YouTube, vous l'avez peut-être capté, mais on peut vous le refaire en direct. À l'école, j'ai appris que j'ai eu un super roi qui s'appelle Henri IV, qui a remis l'agriculture française debout après les guerres de religion. Donc, il a fait la paix entre tout le monde, et puis il a mis le pays au boulot sur l'agriculture, et puis Sully, son grand ministre, ils ont mis ça debout, la pole au pot tous les dimanches, ça commençait à marcher, à fonctionner, on l'a assassiné. Et ce gars-là, il y a une maxime, c'est labourage et pâturage sont les 2 mamelles de la France. Et à l'époque, bon, ils ne connaissaient pas le nom de travail du sol, mais c'était assez bon parce que finalement, avec toute l'agronomie d'Olivier de Serres, on pouvait restaurer les sols. Donc on était sorti de la jachère et de la céréale du Moyen-Âge, blé, seigle, jachère, nu, hein, de préférence, avec Olivier de Serres qui va mettre une prairie temporaire à base de légumineuses à la place de la jachère. Et il va restaurer la productivité de l'agriculture avec sa jachère cultivée avec une légumineuse, c'est-à-dire des trèfles, des luzernes et des choses comme ça. Autonomie alimentaire pour le troupeau et tête de rotation. Café Olivier de Serres, il a arrêté le travail du sol et il a couvert en permanence avec une légumineuse pour restaurer le statut organo-biologique du sol qui rentre en rotation, une plante sarclée, une céréale secondaire et on revient au point de départ. Dans les écoles d'agronomie, on n'a toujours pas compris ce qu'avait fait Olivier de Serres. On parle de la rotation comme outil majeur de production, alors que Olivier de Serres, il a fait un truc très simple pour restaurer la qualité productive du sol. On le couvre et on n'y touche plus, et il a mis une prairie temporaire à base de légumineuses. Bug sémantique et intellectuel. Alors après, comme on n'en voulait pas, il a été obligé de s'expatrier. Les pays du Nord, ils ont développé cette agriculture-là. Et nous, on a continué avec la mauvaise et on a eu la Révolution française parce qu'on crevait tous de faim. Voilà l'histoire. Et donc, que se passe-t-il? Vous avez une véritable équation de la pollution en agriculture. La nature, elle structure le carbone et l'azote. Elle fait des êtres vivants, des agrégats stables dans le sol, etc. Tout ce qui est carbone-azote issu du milieu naturel est structuré. Eh bien, vous envoyez le super turbo mixeur avec de l'oxygène parce que vous injectez en même temps de l'oxygène dans le sol. La question c'est, est-ce qu'un sol a besoin de plus d'oxygène que ce que la nature a produit et réalisé pendant 500 millions d'années d'évolution? Si je suroxygène un système, que va-t-il lui arriver? Et moi je sais, mon corps suroxydé, il produit des radicaux libres qui me rendent malade et je meurs d'un cancer. Et donc, on se rend compte que l'oxygène pourrait être le pire ennemi des paysans. Alors que vous avez appris à l'école un truc très simple, je suis vivant grâce à l'oxygène, et moi je vous dirai un petit peu plus loin que grâce à l'oxygène, vous êtes condamné à crever.
Alors on s'est dit, oulala, l'oxygène, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, ça vient faire un truc très simple. Comme je viens de broyer mes agrégats avec de l'oxygène, le carbone et de l'oxygène, ça fait du CO2 qui va s'évaporer du sol et vous allez perdre l'humus. Et l'oxygène avec l'azote, ça va faire des nitrates qui va lessiver quand il va pleuvoir. Et on est mort. Et donc, si vous voulez arrêter de polluer, il faudra enlever le turbomixeur des parcelles. Et revenir à la phase bleue, c'est-à-dire de faire une agriculture correctement établie avec les principes des plantes et de la nature. Alors on s'est mis à faire des photos et à essayer de comprendre. Voilà, j'ai perdu la bataille de l'eau. Alors les paysans, ils disent, j'ai pas eu de chance, il a trop plu. Ah, tu parles? Non, j'ai des techniques de débile, un manteau, voilà. Et on développe depuis 10 000 ans des techniques de débile manteau. Et on se croit super intelligent. Non, c'est trop tard, j'ai mal travaillé. Voilà ce qui se passe. Et là, vous êtes sûr que tout va sortir du champ. Et du coup, on s'est dit que là, on pouvait vous faire une synthèse très simple. Je travaille le sol, j'ai pas beaucoup de biomasse qui pousse, et puis au final, j'aurai le désert. C'est inéluctable. Alors, quand j'ai un climat tempéré, ça va moins vite que quand je suis dans un tropique. Mais avec le réchauffement climatique, vous êtes sûr que ce sera la punition. Il fait de plus en plus chaud, et quand il pleut, c'est des trombes d'eau. En moyenne, on en aura autant. Mais là, il n'y a plus rien qui est capable de résister si le sol est nu. Et on fait du travail du sol une politique de développement agricole. Au XXIe siècle, où on sait tout ça. Donc je vous garantis que la France, si elle prend ce choix politique dans sa politique agricole, elle construit le désert. Alors déjà, on est en train de dégringoler, ben là, pas mieux que la Grèce. Hein. Bon, on aura peut-être des pistaches à pousser par-ci par-là, hein, mais je ne vous dis pas, manger des pistaches tous les jours, ça ne me plaît pas beaucoup. Du coup, on a changé un petit peu la vision des choses et on a commencé à se dire, mais bon, si ça ne marche pas comme ça marche comment? Et on a commencé à végétaliser l'ensemble du dispositif agricole. Et on s'est aperçu que dès que le végétal arrive, que vous couvrez en permanence les sols, que l'acte de production est en même temps un acte de protection de l'environnement. Et c'est mieux que de la protection parce qu'on s'est rendu compte qu'on produisait de l'environnement réellement. On va regarder un petit peu comment ça marche. On est allé déterrer un dossier, celui du sol, parce que le sol, c'est le capital de production. Le sol, c'est l'objet que vous laissez à la génération future. Le développement durable, comment dire, alors c'est pas il ne l'ordonne pas, mais il vous dit fortement que vous devez vous développer aujourd'hui sans compromettre l'avenir des générations futures, qui ont aussi le droit de se développer elles-mêmes. Et donc le sol va être un véritable objet culte, littéralement, hein, du développement durable. Et tout le monde sait qu'un sol fertile, c'est un sol qui produit beaucoup avec peu d'intrants. Donc ça va bien pour mon portefeuille, cette affaire-là. Mais un sol fertile, c'est aussi un sol que je laisse aux générations futures qui sont en capacité de continuer à produire avec. Et donc la terre fertile, c'est le vrai sujet du développement durable en agriculture. L'économie et l'avenir. Et donc la question, c'est qu'est-ce que c'est que la terre fertile? Donc on s'est rendu compte que la terre fertile, elle existe sous les forêts, systématiquement. Et on peut le résumer comme ça, c'est le carbone, le principal intrant, et ce n'est pas l'azote. Il y a de la biodiversité tout le temps partout. Et il y a une règle dans l'écosystème, c'est toujours couvert et jamais travaillé. Et avec ça, il a fallu faire de l'agriculture. Alors on s'est doté d'un modèle. Comment marche la nature? Mais la nature, le développement durable, c'est un cycle. Produire, consommer, recycler, parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien. Voilà la nature. Et moi, j'ai découvert l'année dernière les prêcheurs de l'apocalypse à la télé. Donc ça s'appelle des collapsologues. Le plus brillant de tous, mais là je ne vais pas mâcher mes mots, le plus abruti de tous,
de tout ce que j'ai entendu, c'est un astrophysicien. Alors je vais le nommer parce que j'ai potassé pour retenir son nom. Il s'appelle Aurélien Barraud. Et lui, quand il a commencé à envoyer ça avec les médias, tu dis, mais d'où il sort ce gars-là, un astrophysicien? Alors tu comprends tout de suite que ça va être le remplaçant à Hubert Reeves. À la télé, hein, j'entends. Mais que quand tu l'écoutes, tu comprends qu'il n'est pas très doué. Et donc quelqu'un qui est docteur en je sais pas quoi, en astrophysique, le plus gros abruti du monde. Et on va le casser en deux, et je vais me le permettre, parce que j'attends la volée de bois vert de pied ferme. Regardez ce qu'il raconte. Lui, il regarde les étoiles, il regarde la Lune, il regarde Mars, il regarde le Soleil, et il les voit rondes. Il voit un globe. Et on nous dit qu'au mois d'août, on a fini de consommer la production du globe et qu'on entame le capital et les réserves. Ok. Ça, c'est quand je suis un petit peu abruti et que je regarde le globe, et puis il va y avoir 10 milliards d'habitants là-dedans, avec la société industrielle qu'on a, on bousille tout. Ok. Et puis il n'y a pas de solution autre que de tout écraser. Moins d'énergie, moins de fossiles, moins de machin et tout, et on vous promet la 5G. Vous savez ce que c'est la 5G ? C'est un four micro-ondes généralisé, ça va griller toutes les abeilles et tous les oiseaux, mais vous serez toujours responsable avec vos pesticides. Et c'est 2 fois plus d'énergie nécessaire pour faire fonctionner ça sur le monde entier. Alors déjà, on a des problèmes avec l'énergie, mais là, on vous en promet doubler la consommation. Voilà l'incohérence de la politique, et ce gars-là, il n'en a toujours pas parlé, et puis tu dis, ça va pas, et à force de regarder les étoiles et son globe, eh bien, il n'a pas vu le principal qui est à ses pieds. Alors il devrait retourner son télescope, et ça en fait un microscope, là, du coup. Ben avec un microscope, je vois un truc qui n'existe pas quand je vous regarde. Ça s'appelle des bactéries. Et ces bactéries, dans le système, enfin, il y a un truc qu'il n'a toujours pas compris, mais qui est évident. Il existe un monde infini dans le monde fini. Et le monde infini, vous l'avez là, c'est le végétal, il prend du CO2, il en fait de la biomasse, il n'y a pas assez de CO2 dans l'air parce qu'il n'y en a que 0,04% quand même. Donc là, on pourrait discourir éternellement sur l'effet de serre. Est-ce que ce pauvre CO2 à 0,04% il est responsable de l'effet de serre? Non. Ce qu'on sait, c'est que tout le monde confond causalité, corrélation, machin et tout, mais globalement, on ne sait pas trop. On sait que le CO2 monte quand ça chauffe, parce que c'est d'abord ça chauffe et puis ça monte, et pas le discours d'Al Gore, c'est d'abord le CO2, puis ça chauffe. Non, les courbes sont inversées, c'est-à-dire c'est d'abord ça chauffe, puis ça monte le CO2. Et donc, dans ce débat-là, excusez-moi, et donc dans ce débat-là, on se rend compte qu'on a un monde fini dans le globe, et un monde infini, la biologie. Et la biologie, elle tourne. Je produis, je consomme, je recycle. Ça s'appelle la vie et la mort, ce truc-là. D'accord ? Et la nature, elle a construit ça, c'est son écosystème, c'est les arbres, etc., les plantes, tout le monde est là-dessus. Je prends le CO2, il n'y en a pas assez. J'ai des mangeurs de plantes qui arrivent tout de suite parce qu'il faut faire l'inverse de la photosynthèse. On renvoie le CO2 dans l'air pour équilibrer les gaz. Et le sol, il finit de gérer tous les déchets. Déchets des plantes, les feuilles de bois, etc., et les racines. Et déchets des mangeurs de plantes, c'est-à-dire les excréments et les cadavres. Et en fait, on se rend compte que le sol, c'est l'unité de recyclage la plus performante du monde, que jamais un ingénieur fera mieux que ça. Et donc, les plantes, elles ont inventé un système de durabilité, produire, consommer, recycler, un monde infini dans le monde fini. Et pire que tout, ce truc-là, avec rien, 0,04% de CO2 dans l'air, je produis toute la vie qui existe sur la Terre. Excusez du peu, j'ai peur de manquer de tout? Non, je suis simplement dans le mauvais dossier. Et là, vous comprenez, médusé, que votre super expert, eh bien, il n'a rien compris. Et on se fait matraquer les oreilles par des abrutis qui ne comprennent rien.
Et donc, moi, paysan, je suis dépositaire de ce modèle de la nature. Je travaille avec la terre fertile, je travaille avec le développement durable, je travaille dans ce cycle du végétal, des mangeurs de végétaux et du recyclage. Le sol, la biologie du sol, la biodiversité dans le sol est un acteur important du recyclage. Et on faisait un pari très simple en tant que paysan. Si je savais tout recycler, eh ben, peut-être que ça pousserait tout seul. Exactement comme le font les plantes dans la nature, hein, des questions bêtes. Pourquoi les plantes poussent toutes seules? Eh bien, on a commencé à y répondre, c'est super intéressant. Si je savais faire pousser ma vigne toute seule, paradis. Je n'ai plus qu'à tailler un peu, l'entretenir et la soigner, et terminer. Plus de fertilisants, plus rien. Comment ça marche? Et donc, on s'est rendu compte que ce modèle-là, il fallait le nourrir. On va nourrir le sol. Nourrir le sol, c'est une thématique à part entière. Ça s'appelle la ration du sol. Parce que moi, je fais des rations pour vaches laitières ou allaitantes. Donc, on s'est dit, ben non, la ration, ça parle bien. Les hommes, ils mangent, c'est la ration des hommes. Donc, il y a la ration des hommes, il y a la ration des animaux, il y a la ration du sol. Et si demain, vous voulez faire de l'énergie, il y aura la ration pour le système énergétique. Et tout vient avec les plantes. Les règles de base de la nature, toujours couvert, jamais travaillé. Alors là, on est embêté parce qu'on ne sait pas faire, donc travail minimum ou pas du tout. Voilà. Mais ce n'est pas travail intensif, ce truc-là. Donc il va falloir apprendre avec les plantes. Et puis on se rend compte que la biodiversité, dans ce modèle-là, c'est l'outil de production majeur. Alors on l'a compris avec le ver de terre. Le ver de terre travaille la terre à la place de mes outils. En fait, c'est gratuit. Comment je fais pour avoir des vers de terre? Le ver de terre, c'est un truc un petit peu bébête. C'est un être vivant comme vous et moi. En fait, il fait partie de ce qu'on appelle à Paris la biodiversité, qu'il faut à tout prix protéger. Et moi, je me rends compte maintenant que je ne peux pas protéger la biodiversité. Soit je lui permets de se développer, c'est-à-dire je la produis, soit je la détruis. Et la question, c'est comment on fait se développer de la biodiversité, comment on la produit ou comment on la détruit. Eh bien, la biodiversité, c'est même pas la peine de dépenser des milliards à faire des études. Vous voyez, on en est là. Alors, les 10 années de biodiversité avec les programmes de recherche et les milliards qui vont avec, à la limite, c'est de l'argent gaspillé. Pourquoi ? Eh bien, parce que la biodiversité, pour en avoir, elle suit deux grands principes simples. Premier principe, j'ai besoin d'une maison en bon état. Vous savez bien que quand vous avez une maison en bon état, vous pouvez vous y reproduire dedans, à condition qu'il y ait quelque chose dans le frigo. Mais pour un ver de terre, c'est pareil, une maison en bon état et quelque chose à manger quelque part. Et ça tombe bien, ils mangent des feuilles mortes, de la paille et des débris de racines, etc. C'est-à-dire ce qui va tomber, des débris végétaux sur le sol. Imaginez, ça fait 500 millions d'années qu'il fait ça. Le ver de terre, on estime que c'est un être qui a peu évolué. Donc on le dit primitif. Non, quelque chose qui n'a pas évolué ou pas beaucoup depuis 500 millions d'années, c'est que ça doit super bien marcher. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Donc c'est super bien fait. Donc il a la bonne fonction au bon endroit et ça marche super bien. Donc on garde ce qui marche super bien. Et vous le savez bien, vous avez le même réflexe, c'est quelque chose qui marche, vous le gardez. Donc on en est là avec notre affaire. Donc la biodiversité devient l'outil de production et puis c'est un outil de production gratuit si je sais construire la maison et nourrir. Mais c'est mieux que ça. C'est-à-dire que en plus, il vous recycle tout. Donc, ça pourrait aider à la fertilisation. Mais en plus, vous pouvez supprimer tous les outils de travail du sol, etc. Donc, en fait, on a des gains économiques énormes quand on substitue. Enfin, il y a un paysan qui nous a appris ça. On remplace le métal par du végétal. C'est admirable comme formule. Hein? Et là, tu dis, OK, c'est bon. Ça se met en place et on va pouvoir y aller. Alors, un autre secret de l'écosystème, c'est que vous êtes face à un système végétal
qui fait le plus possible là où il est. C'est-à-dire, on est dans une stratégie de rendement de végétal maximum à l'hectare ou au mètre carré, peu importe. En fait, les plantes, elles font toujours le plus possible. Et là, on a commencé à comprendre que tous ceux qui nous sérinaient qu'en faisant moins, on fera mieux, eh bien, c'est juste faux. La plante, elle te dit partout où elle pousse. Donc, le champion du monde, c'est un arbre. Hein. Avec rien, regardez, il fait un arbre. Donc là, vous dites, oulala, la plante, elle m'apprend que plus ça pousse, mieux c'est. Donc, on a reconstruit les stratégies des paysans. Donc maintenant, c'est simple. Rendement maximum à l'hectare, toute l'année, avec le plus de végétaux possible, pour avoir la biodiversité et le recyclage. Donc là, ça y est, ça devient simple. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire pousser des plantes à bloc, à bloc, à bloc. Et après, il faudra bien que je trouve mes limites. Mais la mission est simple, du végétal partout. Et puis on s'est dit, mais ces sols-là, ils sont fertiles, ça marche comment? Ben, ça marche avec de la nutrition. La première plante qui pousse sur un sol nu, ça s'appelle un kénopode, une amarante. Et ça pourrait être une datura, une ambroisie, un reira. Voilà, tout ça, c'est des plantes pionnières. Que fait une plante pionnière? Ben, elle fait deux choses importantes qu'on n'a jamais regardées. C'est-à-dire, c'est d'abord et avant tout une pompe à nitrate. Alors nous, on voit ça comme une concurrence à la vigne ou à nos cultures. En fait, on ne va pas se mettre dans la culture, on va d'abord essayer de comprendre ce que veulent nous raconter les plantes. Et donc, on les laisse pousser. Je laisse pousser mon kénopode et puis j'apprends de lui. Donc, il me dit deux choses importantes. Je pompe les nitrates et quand je suis mûr, j'ai fabriqué du bois. Tiens, c'est curieux, je retrouve le bois de mon expérience du début. Et le bois, je le pose au sol. La nature, elle me dit que pour préparer les autres plantes qui vont suivre le kénopode, parce qu'il y a un cortège de végétaux qui se met en place pour aller à la forêt, eh bien, il y a deux choses essentielles à faire dans un système, c'est enlever les nitrates et nourrir le système avec du bois. Et donc, tu commences à te poser des questions. Donc, si j'écoute le kénopode causer, il me dit que les plantes, elles poussent sans nitrate. Ah, en voilà une info. Et si c'était vrai? Si je crois les plantes, est-ce que c'est vrai? On a continué l'enquête. Et donc, non seulement je n'ai pas besoin de nitrate pour les plantes qui vont suivre le kénopode, mais en plus, je mets du bois. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il n'y aura plus jamais d'azote libre dans le sol. Parce que le bois, il se comporte comme pompe à nitrate à son tour. Donc s'il en restait qui traîne, crac, il prend le reste. Et donc, toute la biologie du sol va se nourrir à partir de la décomposition du bois. Ah. Bon, ben, comment ça se décompose du bois? Ben, c'est pas dur. Les champignons attaquent le bois et pour ça, ils prennent tout l'azote qui traîne encore, hein, une fois. Donc, vous êtes sûr qu'il n'y a plus jamais d'azote libre dans le profil. Si vous voulez dépolluer, c'est pas très dur. Vous étalez du BRF par terre, terminé, il n'y a plus jamais de nitrate qui fuit. J'en ai fait plein des expériences comme ça. C'est tellement formidable que j'ai été viré de Haut-de-Paris. J'ai fait ça sur le Voulzy, captage de Haut-de-Paris. Les pratiques agricoles, elles sont ce qu'elles sont. On a étalé le BRF, on a fait les reliquats d'azote, mais à 1 mètre, plus 1 gramme de nitrate. Et donc la conclusion, c'était, pour dépolluer, envoyer du bois et laisser les paysans mettre 200 ou 300 unités d'azote s'ils veulent, c'est pas grave. Et bien là, dehors, qu'on rate dehors, parce que Haut-de-Paris veut du bio, avec du travail du sol. Voilà. Ah ben non, une technique qui fait que les agriculteurs ne changent pas de pratique, ça, et continuent à produire beaucoup, des productivistes, pensez-vous. Hein. Et donc, tu te fais virer, mais ça ne fait rien, tu apprends, il n'y a plus de nitrate. Donc, les champignons vont commencer à dépolymériser le bois, ils vont se faire manger à leur tour par des colamboles, et des bactéries, et des limaces, et Dieu sait quoi. Et tout d'un coup, il noircit ce bois, il devient noir, la paille, elle devient noire, vous voyez? Ben, quand c'est noir,
ce sont des bactéries qui attaquent d'abord des fusariums, des champignons, puis des bactéries qui les mangent. Et ces bactéries, ça s'appelle des azotobactères qui captent l'azote de l'air en mangeant le carbone du bois. OK ? Et donc la nature, elle sait très bien que quand elle met du bois par terre, elle gagne l'azote de l'air. Toutes les protéines du monde vivant que vous connaissez viennent de l'air, N2, par l'intermédiaire des bactéries qui captent l'azote en hydrolysant le bois qui a été prédigéré par des champignons. Voilà comment ça fonctionne. Et donc tous ces êtres vivants, ils vont envoyer de l'azote dans le sol. Et donc quand vous avez cette bouillie noire, c'est ce que mangent les vers de terre. Ils mangent une espèce de soupe à rapport carbone autour de 24, nous disent les scientifiques. Donc j'ai une soupe que mange un ver de terre, de la fibre qui n'est pas encore dégradée dans cette soupe, plus des bactéries, les azotobactères et tout le reste. Ils amènent tout ça dans leur tube digestif, ils vont digérer tout ça et ils vont vous transformer l'azote. En fait, ces êtres vivants qui vont manger cette paille biodégradée en surface, qui a capté l'azote de l'air, eh bien, ils vont faire pipi et caca, comme tous les êtres vivants du globe. Pipi, urine, urée. Et là, on commence à comprendre que l'azote de la biologie, c'est de l'urée. Et l'autre forme de protéines et d'azote qui arrive dans le monde du vivant, ce sont les bactéries ingérées, donc des acides aminés. Et on sait aujourd'hui, grâce aux recherches sur les PGPR et puis tout ça, que les bactéries sont mangées par les racines directement, un certain nombre de bactéries. C'est-à-dire la plante, elle cultive ses propres bactéries en envoyant des sucres dans le sol, qu'elle gobe au fur et à mesure de la production. Vous avez une lyse microbienne au niveau des racines, voilà, pour parler savant. Et on comprend mieux quand je dis que la racine, elle mange des bactéries. Et maintenant, j'ai un problème, je me rends compte que la plante, elle pousse toute seule à cause de ça. C'est-à-dire, plus je mets de la paille, plus j'ai de monde vivant, plus j'ai de biodiversité, plus j'ai d'azote au bout. C'est-à-dire, plus je mange du carbone, plus je produis de l'azote, grâce à la biodiversité. Vous le savez bien, vous, quand vous mangez de la salade, eh bien, vous transformez votre salade en pipi caca, mais en sang, en intelligence, en conneries, en mouvement, en tout ce que vous voulez. Et vous voyez bien que dès qu'un être vivant mange quelque chose, il le transforme en autre chose. Autre chose qui n'existait pas avant. C'est généralisé dans le monde entier, on n'a toujours pas réfléchi à ce phénomène extraordinaire. Donc nous, paysans, on peut utiliser ça, c'est-à-dire on peut faire consommer de la paille et on peut avoir de l'azote avec ça. Il suffit de respecter le rythme de la nature. Et puis finalement, cette fertilité, elle se met en route. Plus je nourris, plus je produis, finalement. Et c'est ce que c'est faire la forêt. Tout revient au sol, du bois et de la paille et des feuilles mortes, etc. C'est-à-dire quelque chose qui a un très gros C sur N. Plus le C sur N est gros, plus il faut revenir à 24, plus je capte d'azote dans l'air. Et donc je vais pousser super bien avec la quantité d'azote que j'ai gagnée grâce à la paille qui nourrit le sol. Donc on a mis ça en route partout, et donc le premier stade de destruction des couverts végétaux, c'est pas engrais vert, c'est floraison. Et pourquoi la floraison? Parce que quand une plante fleurit, elle a ce fameux rapport carbone-azote à 24, qui est le bon ratio, la bonne soupe pour nourrir les habitants du sol. Alors vous ne gagnerez pas d'azote, vous n'aurez que l'azote qu'il y a dans le végétal, mais vous avez déjà fait un gros pas dans la biodiversité et la nutrition de cette biodiversité. Et donc ces sols fertiles, ça va être la clé de voûte de reconquête de la qualité de l'eau, tout simplement. Parce que le caca, lui, qui reste, ça colle le caca, vous savez bien. Rien de pire qu'une crotte de chien. Et donc comme la première qualité d'un excrément caca, c'est la colle, eh bien il y a des mangeurs de caca dans le sol. Que font les mangeurs de caca? Ils font nouveau pipi caca. Alors c'est une histoire qui est un petit peu pénible, on se croirait quasi 3 ans, niveau maths sup. Voilà. Je fais des maths sup, prix Nobel de maths sup, et on se rend compte qu'en fait, comment ça va aller? En permanence, ça produit de l'urine, de l'urée, des acides aminés, ce truc-là. Et à un moment donné, il va rester un caca ultime qui n'est pas digérable. Et bien en fait, ça, c'est l'humus stable du sol. C'est-à-dire les animaux, ils vont
structurer le sol en mettant cette colle partout. Alors là, les gars, au boulot. On en a 30 ans pour reconstruire nos sols sur ce principe-là. Et donc, ça nous a fait l'équation des sols fertiles. Mais plus je mets de biomasse, moins je détruis tout ça avec un mixeur, plus je peux faire pousser du végétal demain. Voilà. Et nous, notre problème, ça va être de partir d'un tas de sable pour en faire des terres fertiles à nouveau. Alors ici, on est moins dans un tas de sable qu'ailleurs, mais je vous garantis que dans le sud de la France, c'est le tas de sable. Quand ce n'est pas la roche déjà. Donc on va recarboner les sols et vous avez l'équation de la fertilité. On va produire de l'humus et de la production végétale. Et donc voilà ce qu'on s'est permis de faire. Votre plan, vous avez un plan et votre écosystème qui est un cycle, c'est compliqué à appréhender. Donc on l'a projeté sur un plan. Et un écosystème, il y a deux grandes tendances pour que ça fonctionne. Soit il y a du végétal, soit il n'y en a pas. Soit vous avez perturbé à mort avec votre super turbomixeur, soit vous perturbez plus du tout. Et donc vous avez toutes les actions possibles sur ces deux abscisses et ordonnées. Et donc vous pouvez projeter un écosystème sur un plan et positionner les pratiques agricoles d'une ferme là-dedans. Et donc vous pouvez vous échapper du désert pour aller vers la forêt vierge. Et donc il faudra maîtriser la forêt vierge agricole. Donc vous voyez, ça va nous prendre 30 ans. On milite pour un projet agricole à 2050 qui nous fasse faire ce chemin-là. Les fonctionnaires, ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus qu'à dire « on veut ça ». Et on s'est rendu compte que pour faire ça, c'est la plante qui devient le principal intrant. C'est-à-dire qu'avec mes techniques agricoles du croissant fertile, j'ai fait de ma plante un intrus, je lutte, je tue. Et maintenant, il va falloir que j'apprenne à vivre avec. C'est-à-dire ça devient le principal intrant et je dois apprendre et comprendre quelque chose des végétaux. Alors là, on est médusé parce qu'on manque de botanistes. Vous voyez ? Où sont les botanistes ? Où sont les agronomes ? Et il nous faut des généralistes pour avoir une vue globale sur les systèmes. Je n'ai pas besoin d'un spécialiste de l'enzyme Tartampion. Ça, c'est pour après. Mais pour appréhender la base, eh bien, actuellement, on manque de généralistes. Alors, on a mesuré le stockage de carbone, rassurez-vous, ça se fait avec un simple bilan humique, sol nu, alors c'était la maxime, sol foutu, mais sol qui perd au minimum 300 kg de carbone par hectare et par an. Voilà. Donc ça, c'est le sud-ouest. On a fait ça dans le programme agro qui a été cofinancé avec l'agence Adour-Garonne et on s'est permis de qualifier un petit peu les pratiques agricoles. Et là, tu dis, bon, ok, je travaille le sol, je perds 300 kg de carbone, mais ceux qui ont changé de pratique, ils couvrent tout le temps, qui nourrissent le sol, ils font quoi ? Eh bien, eux, patatras, en moyenne, ils font plus 600 kg. C'est-à-dire, entre les deux pratiques, j'ai 1 tonne de carbone d'écart. 1 tonne de carbone, 3,7 tonnes de CO2 que vous avez mis dans le sol. Bon, c'est pas mal. L'agriculture pourrait être un outil de dépollution de l'atmosphère. Et donc là, on se rend compte que c'est le seul outil rentable pour la société pour réduire le CO2 de l'air. Parce qu'en plus, ça produit une plante agricole. Et donc, ces 600 kg de carbone, vous devez les comprendre en humus, vous multipliez par 2 et vous avez la quantité d'humus produit tous les ans. C'est-à-dire là, une bonne tonne d'humus. Et il vous faut 40 tonnes d'humus pour faire 1% de matière organique. Voilà. Donc 40 ans avec cette agriculture-là, plus 1%. Donc maintenant, si je suis à 2, je veux aller à 5. 40, 40, 40, 120 ans de politique agricole sur les sols couverts et peu travailler ou pas du tout. Vous voyez ? Donc on a besoin d'une politique agricole long cours. Alors vous pourrez aller plus vite parce qu'on a trouvé des gars qui sont à 2 tonnes. Donc n'ayez pas peur. La performance du végétal vous fait aller plus vite si vous pouvez, si vous voulez et si les conditions pédo ou les productions que l'on a le permettent. Et on a fait des bilans carbone, des trucs très simples. J'ai une monoculture de blé, je me mets ici en Champagne, en fait ça fait 7 tonnes de carbone par hectare et par an. C'est-à-dire on compte le grain, la paille au-dessus du sol, les racines et la rhizodéposition dans le sol. Mais avec ça et le travail du sol, je dégrade l'environnement.
Donc on a fait une chose simple, on a fait 2 cultures par an, c'est-à-dire le blé et un gros couvert végétal. Donc on a appris à faire des couverts végétaux, donc ça va mieux. Mais là, on se rend compte qu'on peut passer à 12 tonnes et demie de carbone, c'est-à-dire que quasi doublé, avec des technologies génétiques végétales non optimisées, hein, c'est-à-dire on n'a pas encore les meilleures plantes identifiées. Les meilleures variétés ne sont pas encore sur la table. Donc on fait ce qu'on peut. Et déjà, quand on fait ce qu'on peut, on a ça. Merci. Et donc, le débat, on rajoute des arbres dans ce système-là et vous passez à 16. Et en fait, on se rend compte que les plantes, c'est l'outil pour récupérer le CO2 dans l'air et le stocker correctement dans le sol pour la nutrition, pour l'énergie et les biomatériaux, si vous voulez. Donc, à un moment donné, végétaliser les systèmes, c'est augmenter leur capacité à produire globalement, sauf qu'on ne vous paye pas le bois, d'accord? Vous voyez le débat qu'il y a, hein? C'est-à-dire, si vous faites ça, pour aujourd'hui, on vous donne 0 valorisation pour la protection de l'environnement. Donc, comment on négocie ça avec la société? Ça, c'est un vrai débat. Alors, on a des services écosystémiques, on va passer, ça n'intéresse personne. Et puis, finalement, on y reviendra peut-être cet après-midi, je vous expliquerai ça. On est dans le zéro chimie, il faut zéro chimie à tout prix. On ne sait pas pourquoi, mais il faut zéro chimie. Hein. Et puis, on se rend compte qu'il n'existe qu'un seul système sans chimie très productif en agriculture, et ça s'appelle une prairie multi-espèces. Donc ça, ce sont les nouvelles bases du désherbage qui vont arriver. C'est-à-dire que pour désherber, il va falloir enherber. C'est-à-dire, on pense qu'en copiant le principe fondateur de la prairie, on arrivera à faire, comment dire, du désherbage. Alors des sols toujours couverts, jamais travaillés, 60% du rendement revient au sol. Il y a des légumineuses, le trèfle blanc, c'est un vrai moteur azote. Mais dans une prairie, ça fait tourner 600 unités d'azote par hectare et par an, ça. Vous produisez 12 à 15 tonnes de matière sèche. Et on se rend compte que la biodiversité, c'est 3 tonnes. 3 tonnes de vers de terre, c'est x4 tout le reste. C'est-à-dire les champignons, les mycorhizes, les bactéries, et puis tout ce qu'on ne connaît pas. Donc 12 tonnes d'êtres vivants dans un sol, ce n'est pas ce que vous avez dans votre turbomixeur. Les résultats du labour, vous les connaissez, c'est 250 kg de vers de terre, si je multiplie par 4, 1 tonne de biologie. Donc maintenant, vous allez vous battre 1 tonne et 12. Mais c'est sûr que les résultats seront différents. Et au début, quand on démarre, on dit ça ne marche pas. Ben oui, il n'y a pas la biologie, j'ai tout passé au mixeur, j'ai tout écrabouillé. Ça ne marche pas. Donc au début, il faut travailler à mettre ça debout. Et donc on pense que ce système-là, il va nous donner les grands axes du désherbage, et on se rend compte que, quand on analyse, plus jamais le soleil ne tombe sur la terre nue, et on se rend compte que le soleil, c'est le pire ennemi des paysans. Le soleil doit tomber sur une feuille, et uniquement sur une feuille. Alors voilà la prairie vue en dessous, hein, pour ceux qui auraient des doutes. Hein. Donc ça résiste à la sécheresse pendant 5 ans aux États-Unis. On se rend compte que les systèmes racinaires, c'est un truc qu'on ne connaît pas bien. Donc on a besoin de bons botanistes. Et puis il y a d'autres trucs dans les systèmes racinaires sur lesquels on fonde beaucoup d'espoir. La complémentarité entre les plantes vient de leur pH différent dans leur système racinaire. Par exemple, une légumineuse, elle acidifie le sol. Elle injecte des pH 4-5, la 4 pour une févrole, et une graminée, elle va plutôt être dans le basique, elle est autour de 7, 7,5 pour le maïs. Et tout le monde sait qu'un maïs, ça ne pousse pas bien dans le calcaire. Pourquoi? Parce que la roche est à 8 et le maïs, il est à 7,5. Donc il est incapable de récupérer les minéraux. Mais par contre, si vous lui mettez une collègue, une plante compagne qui fait un pH à 4, ben celle-là, elle va dissoudre la totalité de la roche et de tout ce qui est bloqué, et vous allez libérer les éléments pour que la racine qui a un pH 7 puisse pousser correctement. Et donc, on pense qu'il va falloir aller voir là pour trouver toutes nos combinaisons végétales qui fonctionnent. Mais là, on n'a pas beaucoup d'infos, voire pas du tout. Et finalement, on s'est rendu compte que ce fonctionnement-là du sol sur les pH et sur la paille, il nous a entraînés ailleurs, c'est-à-dire il nous a ouvert la voie de la lutte biologique.
Donc il se prépare une vraie révolution en lutte biologique, et la lutte biologique ne passera absolument pas par le travail du sol. Ça marche comme ça, c'était les expériences des maraîchages sur sol vivant, donc ça produit autant qu'un système conventionnel avec que de la paille. Et puis, on est revenu à un travail qui a été gardé vivant par une thématique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la bioélectronique de Vincent. Et donc la bioélectronique de Vincent, ça démarre là, avec ce prix Nobel en 1937, qui va déterminer que la vie sur Terre, elle dépend d'un tout petit courant électrique, et quand là, ça dérape, eh ben, vous allez être malade et mourir. Voilà. Et donc ça, c'est revenu à la surface. Il y a des recherches dans le monde entier. Olivier Husson qui nous a envoyé ces connaissances-là. Il y a 6000 bibliographies disponibles. Si vous voulez vous les lire, vous pouvez. C'est tout en anglais. Donc, mais en fait, tout le monde s'est mis sur ce dossier-là dans le monde entier. Et nous, la France, à nouveau, nous sommes en retard. Alors on s'est dit, allez, on ne va pas passer par la R&D, on va aller directement chez les paysans. Ça, c'est leur modèle conceptuel. Et puis là, tu es un petit peu mal parce que tu commences à comprendre que pour que la plante soit toujours en bon état, en bonne santé, jamais malade, il faut qu'elle reste dans la cible, c'est-à-dire dans un pH autour de 7, allez, 6, 7, 7,5, et puis autour de 0,4 volts. C'est l'électricité du vivant. Puis dès que ça va sortir de cette cible-là, il va y avoir des problèmes. Mais là, vous êtes incapable de travailler là-dessus, donc on a simplifié un petit peu tout ça et on a mis en place des méthodes. Donc, première info, ils nous ont fait l'équation d'oxydation du sol grâce au soleil. Le soleil sur la terre nue, c'est l'agent numéro 1 de destruction des sols. Donc, ça, c'est pas très vieux, ça date de 2015. Donc, jusqu'à là, à la limite, vous aviez le droit de faire une connerie quand vous travailliez la terre. Mais maintenant, vous n'avez plus le droit. Parce que dès que le soleil touche le sol nu, vous faites évaporer le CO2, et l'humus et le carbone. Et vous le détruisez irrémédiablement jusqu'au stade sable-désert. Et plus il est nu, plus vous aurez le désert. Et nous, on a un problème. Il fait de plus en plus chaud, le soleil est de plus en plus violent. Et il est de plus en plus violent quand on a les sols nus. Parce qu'en plus, on nous fait déchaumer. Donc là, je vous garantis que la dégradation des sols va s'accélérer. Donc vous allez évaporer le CO2 et lessiver de plus en plus de nitrates. Et puis voilà comment marche le principe de cette... on parle d'oxydoréduction, de cette électricité. Et donc on a une espèce de ligne, c'est des volts. Voilà, la verticalité, c'est les volts. Donc ça va de 0 à 1. Alors moins 0,2, on oublie, c'est le rumen des vaches. Hein, donc on va laisser ça de côté. C'est un truc encore un petit peu spécial. Mais globalement, à 0,4 volts, vous avez votre plante en bon état et la plante, elle va accepter de 5 à 8. Allez, on a élargi un peu la cible pour faire un petit peu moins peur aux paysans. Par contre, sur l'échelle électrique, c'est 0,5 max et 0,35 mini. Hein. Voilà, on est c'est très serré au niveau électrique. Et puis, plus vous allez mesurer du voltage qui monte, plus vous déplacez des électrons, plus vous êtes dans l'emprise de l'oxygène, on appelle ça de l'oxydation. L'oxygène fait perdre de l'énergie au monde végétal, et au monde animal aussi. Hein. Et donc, l'action de l'oxygène, c'est une perte d'électrons, qui est une perte d'énergie, et à chaque fois que vous perdez de l'énergie métabolique, vous devenez malade. Et donc, on conclut que l'oxygène est un véritable poison. Alors, pourquoi on sait que l'oxygène est un poison ? C'est parce que les plantes, elles ont inventé des antioxygènes. Ça s'appelle des antioxydants. Hein. Et donc, grâce à leur action antioxygène, elles vont gagner des électrons, elles vont faire des gains d'énergie et elles vont finalement produire des antioxydants en permanence pour lutter contre la perte d'énergie de l'oxygène. Et c'est la bagarre entre l'oxygène et le contrôle de l'oxygène. Alors les antioxydants, on va les nommer, ça s'appelle de l'acide ascorbique. D'accord ? Mais ça s'appelle des phénols, des polyphénols, des anthocyanes. Tout ce qui est couleur. Donc acide citrique, ok ? Acide acétique, acide lactique. Tout ça, ce sont des antioxydants. Et on se rend compte que les végétaux, ils ont inventé les antioxydants pour lutter parce que l'oxygène est un déchet de la photosynthèse.
Et donc, il faut maîtriser un déchet. Vous savez bien que quand il y a trop d'oxygène, vous mettez le feu. Trop d'oxygène, une étincelle, boum. Et qui est-ce qui brûle? Le carbone. Donc le végétal, depuis qu'il colonise la Terre, il sait qu'il a un problème avec son déchet qu'il gère. OK? Et donc on va se rendre compte qu'autour de 0,6 volts, vous avez une case prison, comme dans le jeu de loi. Hein. Toutes les maladies, tout vont apparaître là. Les insectes, les pathogènes, les maladies fongiques et les virus, si vous avez plus de 7 de pH. Donc ici, autant dire que vous êtes sujet au virus, à tous les coups, hein, vu la roche-mère que vous avez. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y a des techniques agricoles qui favorisent l'oxydation des sols, qui favorisent le métabolisme oxygène. C'est le sol nu, le travail du sol, voyez. Et puis, non content d'avoir le sol nu et le travail du sol, j'ai rajouté des nitrates, NO3, d'accord, 3 fois de l'oxygène, alors que la plante, elle te dit qu'elle pompe tout ça parce qu'il n'en faut surtout pas. Et puis, non content, certains vont ramener du CaO, du MgO, de l'oxyde de calcium, de l'oxyde de magnésie, de l'oxyde de potasse, du P2O5, du sulfate, SO4, d'accord? Et en fait, on se rend compte que toutes nos pratiques classiques de fertilisation, ce sont de l'oxydation. Donc ça veut dire que quand je travaille le sol, qu'il est nu et que j'ai fertilisé, ping, je suis dans la case maladie, super. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais traiter pour sauver la plante malade. Et le premier produit de traitement au monde qui a été inventé, ça s'appelle du sulfate de cuivre, la bouillie bordelaise. L'alpha et l'oméga de l'agriculture biologique. Et là, tu te tapes la tête contre le mur, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, tu suroxydes la plante qui est protégée, elle est sortie de la case maladie. Voilà. Mais la plante, elle a des mécanismes pour revenir là où elle veut aller, c'est-à-dire dans sa cible. Et donc, elle repasse par la case maladie, donc tu remets, hop, tu remets, hop, tu remets. Et en fait, tous vos produits chimiques de lutte contre les maladies des plantes sont copiés sur ce principe fondateur qui est arrivé par hasard. Sulfate de cuivre, on a mis du SO4, donc du soufre superoxydé. Là, tu dis, bon, ok, on joue en haut, mais dès qu'on veut descendre, on est coincé. Donc, quelles sont les techniques pour descendre? Et donc, voilà les techniques pour descendre. C'est la photosynthèse. La feuille, elle gagne des électrons dans son cycle de Calvin. Donc, dès qu'il y a une feuille, vous gagnez de l'énergie. Maintenant, on s'est posé la question, numéro 1, pourquoi rogner les feuilles des vignes? Puisqu'à chaque fois que vous rognez des feuilles, vous perdez des capacités photosynthétiques. Donc, est-ce qu'il faut rogner ou pas? Alors, on n'a pas tranché la question, mais on va commencer à se la poser, cette question-là. Autre débat, eh bien, dès que vous avez un résidu au sol, c'est-à-dire un paillage, une litière ou je ne sais pas quoi, tout ce qui vient des déchets de la vigne et des végétaux, eh bien, ça empêche le soleil d'oxyder la terre nue. Parce que vous l'avez couverte, vous avez un toit de chaume protecteur et nourricier. Donc, le paillage, action importante pour lutter contre les maladies. Alors, je peux vous dire en avant-première qu'il va falloir des paillages qui produisent de la fusariose. Pourquoi la fusariose? Parce que ça a l'air d'un très bon antagonisme au mildiou. Alors, dans les céréaliers, je ne veux pas de fusariose, mais chez vous, partout. D'accord? Plus il y aura de fusariose par terre dans la litière, moins vous aurez de mildiou. Parce que c'est arrivé par hasard dans les différents tests de paillage. Miscanthus, mildiou, paille de blé fusarié, pas de mildiou. T'es mort de peur quand tu vois ça. Et le technicien qui fait ça, il ne réagit même pas parce que lui, il est missionné pour le désherbage. Il ne comprend pas que quand il désherbe mal avec son paillage, il a un gain énorme sur le mildiou parce que ce n'est pas sa mission. Heureusement que vous les trouvez par hasard et puis que hop, vous tiltez parce que vous avez une vision un petit peu plus globale sur le système. Et donc, tous ces résidus vont faire de l'humus. Donc l'humus est une réserve énergétique pour la plante. Alors quand c'est compacté hydromorphe, ben pareil, il n'y a pas d'oxygène, mais là il faudrait un petit peu combattre ça, et en fait ça se combat avec la biologie et les systèmes racinaires. Et puis finalement, vous avez plein d'engrais sans oxygène, l'engrais organique, le compost, mais c'est des engrais. Pas d'oxygène, super. Et puis vous avez l'urée chimique de synthèse, super, pas d'oxygène, mais on pourrait mettre de l'ammoniac, super, pas d'oxygène. Donc les plantes fumures vont changer, les nitrates rendent les plantes malades, l'urée les guérit.
Donc j'en ai fait plein déjà, je vous garantis que c'est comme ça que ça marche. Un plan de fumure fait avec de l'urée, peu de maladies dans les plantes. Un plan de fumure fait avec des nitrates, maladie assurée. Et puis, on s'est dit, mais maintenant, on a un outil de protection en haut qui s'appelle les phytos, les fongies. Bio, pas bio, je suis dans le panier de la suroxydation. Donc là, vous voyez, les agricultures, elles ne s'opposent plus. C'est les mêmes pratiques, en fait. Et donc, qu'a inventé la plante, on s'est dit, on va utiliser les antioxydants pour protéger les plantes. Et qui de l'acide lactique, de la vitamine C, ou Dieu sait quoi, pour protéger les plantes. Chiche. Et si ça marchait? Imaginez qu'avec un petit peu d'antioxydants bien formulés qui rentrent dans la plante, je puisse la remettre au milieu. Ça vaut quand même le coup d'essayer. Parce que du coup, j'aurai tout un tas de pratiques agricoles préventives. Quand on fait des purines de plantes, des machins, des trucs comme ça, si c'est bien fait, ça appartient à ces catégories de technologies vertes. Donc on peut faire du préventif. Donc on s'est dit, super, maintenant on a le choix, on joue en haut ou on joue en bas. Donc choisissez votre camp. Mais on est quasiment sûr qu'on gagnera la bataille en bas, alors qu'en haut, je serai toujours à la course aux événements. Et puis finalement, on s'est dit, mais comment on va faire pour s'y retrouver là? En fait, on sait, c'est le travail de Gérard Ducerf, que les plantes sont bio-indicatrices de l'oxydoréduction du sol. C'est-à-dire, je n'ai même pas besoin de mesurer, je dois apprendre à nouveau des plantes. Et donc, on a des plantes qui sont en haut, des plantes qui sont en bas, des plantes qui sont au milieu. Et quand vous les voyez, vous dites, je suis plutôt oxydé, plutôt réduit ou plutôt bien. Et on a commencé à faire ce travail-là. Alors là, vous n'avez pas grand-chose, mais datura, ambroisie, reira, sol oxydé. Vulpin, sol, nickel au milieu. Le vulpin est plutôt un bon bio-indicateur. Voyez ? Donc, on est avec ça, et donc on a commencé à travailler, à reconstruire les systèmes agricoles. J'ai un essai sur un verger. Mon stagiaire de l'année dernière, donc il a mis des rangs à disposition. Il fait son parcours classique, et à côté, on met de la vitamine C. On envoie. C'est 40 grammes hectare, le dosage. Et on fait du préventif, exactement sur le même rythme du programme phyto. On met l'azote, un petit peu d'ammonitrate parce qu'il faut démarrer rapidement. Alors on en garde un peu, mais c'est engrais starter, de l'urée, un petit peu de P2K et on y va. Et donc on peut faire des photos, vous voyez, sans vitamine C avec, en fait on ne voit pas d'écart. Et quand on fait des photos d'un petit peu plus près, on dit tiens c'est pas mal. Et donc on se dit tiens on a peut-être eu du bol. Voilà, problème du paysan, il a du bol. Eh bien, pour savoir si j'ai du bol, je dois reproduire encore et plusieurs fois et plusieurs années durant cette expérience pour me rassurer, pour apprendre et pour comprendre. Voilà, ça fait partie de la méthode. Je tartine pas ça tout de suite sur tout le vignoble. Un endroit où j'apprends une nouvelle pratique agricole. On a très très bien récolté, c'est plutôt pas mal, donc on continue l'année prochaine tout simplement. On fait la même chose avec des poiriers, donc là il n'y a que le premier traitement qui a été gardé identique, et puis après on bascule à la vitamine C, et j'ai le même type de photo, avec et sans il n'y a pas beaucoup d'écart, et quand on regarde de près, c'est plutôt pas mal. Et j'ai un retour un petit peu bizarre de l'arboriculteur qui me dit l'arbre géré en préventif avec un antioxydant, il est beaucoup plus équilibré que l'autre. Il ne pousse pas pareil en fait. Il n'a pas des branches qui poussent, on est plus équilibré, fleurs, feuilles, fruits, etc. Donc il y a un autre regard sur le verger. Donc est-ce que ça a de l'importance ou pas, on ne sait pas, mais on est dans l'apprentissage. Donc pour aller vite, il faudra apprendre. On n'a pas le temps que les centres expérimentaux valident quoi que ce soit aujourd'hui. Le temps qu'ils acceptent le raisonnement, qu'ils le mettent en pratique, qu'ils fassent l'expé, toutes choses égales par ailleurs, c'est sûr qu'ils vont se planter. Parce que toutes choses égales par ailleurs, ça ne marche pas bien, puisque vous devez systématiquement être multi-critères, toutes les technologies vertes en même temps. Et s'il y a une technologie rouge qui reste, c'est-à-dire j'ai travaillé le sol par exemple, ou je l'ai gardé nu momentanément, eh bien ça ne marchera pas. C'est-à-dire on voit apparaître des vrais paquets agronomiques. Il va falloir de la cohérence dans les paquets. Et donc, on a plein de résultats. Donc, alors, on va passer, ça n'intéresse personne. Allez, de la biodiversité, on fait des trucs, c'est pas très grave. Quand on fait une friche, voilà ce qui se passe dans la nature.
La nature, elle appelle les arbres, le carbone et le bois, d'accord? Le sol, hein, on a remis du bois partout. Voilà, on fait des relais cropping, voilà, on s'entraîne à produire de la biomasse. Donc ça, c'est avant de semer en maïs. Hein. Voilà, on fait plein de trucs. On commence à mesurer les résultats des pratiques agricoles. Voilà, parce que c'est ça qu'il va falloir faire. Ce n'est pas des obligations de moyens, c'est des obligations de résultats. Et peu importe les moyens que vous y mettez. À la limite, ça ne me regarde pas. Et donc, on passe les résultats. Et ce qui nous intéresse, c'est, voilà, on va rentrer dans le débat. Je vais vous montrer plein de photos et vous allez comprendre. C'est-à-dire que maintenant, je vais couvrir le sol, je vais épurer l'eau, stocker du carbone, stocker de l'azote, la récupérer dans l'air, dégrader des produits phytosanitaires. Mon sol biologique devient un phytobac. D'accord ? Donc, c'est le premier niveau que je dois atteindre avant de commencer à enlever tout le reste. Mais maintenant, je commence à savoir comment je vais enlever des phytos. Et puis, on s'est dit, tiens, on va s'assurer avec une démarche qui s'appelle MMA. Donc ça, c'était pour le ministre de l'Agriculture, puisqu'il était originaire du Mans, hein, vous savez, les assurances. Je vais maximiser le retour de matière organique, je vais minimiser la perturbation du sol et je vais adapter la fertilisation. Voilà, c'est le point de départ des nouveaux systèmes agricoles. Et donc, l'idée, c'était de sortir de la tonte permanente et du travail du sol. Parce que la tonte, c'est oxydant. Une feuille jeune n'est pas une feuille capable de faire de la photosynthèse, donc elle ne capte pas d'énergie. Pour capter des électrons via la photosynthèse, il faut une feuille vieille, 1 mois et demi. Vous voyez ? Donc la tonte, c'est tout ce qu'il y a de pire dans un système agricole. Donc sol nu, tonte, donc on a commencé à faire des paquets de techniques rouges, si vous voulez. Et puis maintenant, on laisse pousser et on fait du roulage pour faire de la litière. C'est ça le grand principe sur lequel il va falloir apprendre à faire de la vigne qui ne gèle pas dans un système végétalisé. Donc voilà le défi des vignerons. Alors on y va, tout un tas de techniques, d'outils adaptés, voilà, un semi-direct spécial, mais chez vous ça ne marchera jamais vu la taille des vignes et l'espace. Bref, on a vu apparaître tout un tas de réflexions, et puis c'est des photos qui datent de 2013 déjà tout ça. Donc déjà en 2013, tout ça c'était sur le tapis, les agriculteurs avaient bougé, hop, et puis en 2013, voilà ce qu'on pouvait voir chez les pionniers en Alsace. Alors j'ai un stagiaire qui m'avait fait le tour de France, ben, pareil, on avait retrouvé ça en viticulture, Charente-Maritime, alors on dit ben oui, ils peuvent y aller avec un bulldozer quasi dans leurs vignes tellement elles sont larges. Ok, mais ça fait rien, la réflexion a été posée. Voilà. Donc là, c'est de la févrole mélangée avec un petit peu de céréales. Et puis, on a inventé des rouleaux à barrettes, rouleaux FACA. Voilà, il y en a de différentes sortes. Alors, la photo est très mauvaise parce qu'elle sort d'un smartphone compressé. Mais bon, on devine un rouleau FACA. Voilà, un autre système. Pour écraser, pour faire des mulches, on aimerait qu'il y en ait 5 cm de litière quand même. Hein. Donc 5 cm de litière, il va falloir faire pousser un truc entre les sillons. Voilà un mulch réussi. Donc là, il y aura du boulot à réussir ça. Et puis finalement, voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a détruit. Donc ça repousse toujours un peu à travers. Donc on a gardé plusieurs passages de rouleau. Voilà. Et puis là, on est chez un viticulteur. Donc en fait, c'est le père et l'oncle du stagiaire que j'avais à l'époque. Voilà. On a enherbé la vigne, on a désherbé sous le rang parce que jusqu'à présent ça ne posait pas de problème, on n'était pas encore dans la crise du glyphosate, voyez. Donc on apprend, on se pose la question comment on va gérer ce fameux cavaillon. Si je ne dois plus y toucher, ben, c'est quand même le glyphosate qui gagne la bataille. Hein, donc je démarre en 2020 la bataille du glyphosate. Et maintenant je suis armé, donc ça va, je sais répondre. Et donc on laisse pousser, donc là vous êtes en avril. Ça pousse avec la vigne au mois de mai, et puis début juin, on va rouler tout ça. Voilà. Et puis voilà un petit peu la hauteur, c'est à la hauteur de vigne, on fait un paillage de cette façon-là. Donc on a fait plein de choses, ça c'est en Gascogne, on a utilisé la févrole, plante pionnière, plante un petit peu de test, on apprend tout avec cette plante-là globalement. Voilà, c'est roulé, elle est facile à détruire, elle, à tous les coups vous gagnez. Et puis, ça fait ça quelques jours après. Donc, en plus, ça noircit et ça chauffe vite le sol. Mais ça ne dure pas longtemps. C'est un paillage qui se dégrade vite, en fait. Et puis, ça, c'est une photo que j'ai de chez vous. Donc, voilà, une vigne en Champagne. Et on nous a dit que ce n'est pas possible. Hein?
Ben si, il y a un gars qui s'y colle, il le fait. Alors il est peut-être dans la salle, je le salue et je le remercie. Certains le connaissent. Et puis voilà, il a passé son enjambeur, il a tout écrabouillé. Et puis bon, on devine assez bien que la vigne, elle va peut-être pas trop souffrir et peut-être qu'elle va s'en sortir. Et l'idée, c'était que peut-être que pour lutter contre le gel, il fallait avoir une plante beaucoup plus haute que la vigne au moment où ça gèle pour mettre la gelée blanche au-dessus. Question, donc on ne sait pas. Donc on a plein d'inconnus qu'il va falloir résoudre, qu'il va falloir capter, qu'il va falloir travailler. Mais le pire de tout, je peux déjà vous le donner. Le pire, c'était les premières photos, c'est-à-dire une photo où j'ai pas de couverture végétale et une très haute à côté. Puisqu'on protège là où il y a la couverture végétale, mais là où finalement le gel va taper là, c'est-à-dire toute la phase de ce côté-là, qui est exposée au gel, elle va geler. Puis on dit, ah ben non, ça ne marche pas, les couverts végétaux. Mais oui, parce que tu n'as fait que le travail à moitié. Et du coup, il y a un paysan qui nous a dit ça. Travail à moitié bien fait, emmerde au carré. Donc retenez ça, il y a des vraies logiques qu'il va falloir empiler jusqu'au bout. Donc là, on travaille avec ces raisonnements-là, parce que finalement, le bon sens agricole a beaucoup de bons. Et on a vu apparaître sous le cavaillon, grâce notamment au soufre que vous poudrez, des plantes qui poussent toutes seules. Donc là, ça s'appelle un trèfle d'Arabie. Donc cette plante, elle est intéressante parce qu'elle pousse toute seule et elle va mourir à la floraison, c'est-à-dire que globalement, elle va faire un gros paillage au pied de la vigne et elle va quelque part retarder l'apparition des adventices. Et elle va mourir quand la vigne a des besoins. Et en plus, elle fournit de l'azote, 1 tonne de matière sèche, 30 unités. Donc, mais ça pousse tout seul, on ne sait pas le semer. Donc c'est apparu par hasard et on a décidé de favoriser ça pour voir, vous avez un couvert enlevé et regardez ce qui pousse sous le rang. Donc c'est admirablement performant parce qu'en plus, quand la vigne va pousser, ça a crevé ce truc-là. Alors on a un trèfle qui se fait ça s'appelle du trèfle de Micheli. Alors Micheli, ça s'écrit comme ça. Et puis voilà les photos qu'on peut faire. J'ai une vigne nue et puis on peut quand même les enherber, les gérer différemment. Et donc tout ça, il va falloir l'apprendre. Et pour l'apprendre, on a besoin d'un projet agricole sur le temps long. Et on va protéger le glyphosate, vous savez pourquoi? Parce que c'est une gomme pour apprendre ça plus facilement. J'ai peur de me tromper, je peux encore désherber. Mais je ne dois pas rester accroché à ma gomme. Je dois penser végétal pour y arriver. Et c'est ça qu'on ne propose pas à la société, en fait. On ne propose pas de sortir de la gomme. Voilà. Et puis là, je m'arrêterai là, parce que globalement, vous voyez à quoi tiennent vos systèmes agricoles et tout ce que vous pourrez en faire. Voilà, je vous remercie.